Bonsoir chers amis, bienvenue à cette nouvelle rencontre portant sur le symbolisme du corps humain. Nous en sommes déjà aux 2 dernières leçons qui seront consacrées, comme vous le savez, aux organes génitaux masculins et féminins. En fait, ce soir, nous allons nous intéresser aux organes génitaux masculins. Nous réservons l'étude des organes génitaux féminins pour notre prochaine rencontre. Mais qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre, ce sont des sujets difficiles. Et ce sont des sujets difficiles à plus d'un titre. D'abord parce que nous les avons classés, ces organes génitaux, dans la catégorie des organes de l'expérience spirituelle. Et cela, ce n'est pas habituel dans la culture occidentale, ou tout au moins dans la culture occidentale contemporaine. Il suffit d'évoquer un lien possible entre sexualité et spiritualité pour tout de suite sentir poindre un certain malaise, pour ne pas dire un malaise certain. Première source de difficulté. La difficulté vient également du fait qu'il s'agit d'un sujet particulièrement sensible à notre époque, alors que les études de genre forment aujourd'hui un champ de recherche à part entière, de plus en plus important d'ailleurs, et qui remet en question ce que l'on associe traditionnellement au masculin et au féminin. Déjà en 1949, souvenez-vous, Simone de Beauvoir, dans Le deuxième sexe, affirmait « On ne naît pas femme, on le devient ». Elle s'inscrivait déjà ainsi dans une certaine dénaturalisation du sexe, qui sera affirmée de manière beaucoup plus catégorique et beaucoup plus importante par la suite, notamment par Anne Oakley, qui a déclaré d'une façon très lapidaire le genre n'a pas d'origine biologique. Pour l'affirmer, elle s'appuyait bien sûr sur la fameuse distinction lévi-straussienne entre nature et culture. Si ce type de réflexion n'a en soi rien d'illégitime, bien au contraire, elle mène parfois à des affirmations qui font débat et contribuent au caractère sensible du sujet, surtout lorsqu'il est question de définir ce qu'est le masculin et le féminin, en les rapprochant précisément du biologique et du concept de nature, ce que nous allons faire tout au cours de la soirée. Nous allons le faire par le biais du symbolisme, par le biais de la Kabbale, et nos propos, d'une certaine manière, vont s'inscrire aux antipodes de ceux, notamment de cette sociologue Anne Oakley que nous venons de citer. Cela étant, si les êtres humains sont sexués, si le masculin et le féminin, pour les anciens, sont des réalités distinctes et sont des réalités fondamentales, constituantes de l'univers lui-même, la perspective kabbalistique que nous avons adoptée pour l'ensemble de nos études portant sur le symbolisme du corps humain affirme que l'être humain est fondamentalement androgyne et que cet état d'androgyna implique même la nécessité d'un mariage intérieur, d'un mariage entre le masculin et le féminin. Mais nous sommes toutefois très loin des concepts modernes d'identité non binaire ou queer ou de genre fluide. Bon, là, la terminologie, elle se multiplie pratiquement de manière hebdomadaire. Il faut presque être un spécialiste pour pouvoir se repérer dans toutes ces nuances. Mais disons que nous sommes très loin de ces concepts. Nous sommes pas tout à fait non plus dans la perspective amérindienne du two-spirit, qui évoque une identité qui est encore un peu différente. Il s'agit plutôt, nous le verrons, d'un androgyna où le masculin et le féminin non seulement demeurent distincts, mais sont exaltés dans leurs différences et appelés à entrer en relation étroite, une espèce de compagnonnage entre le masculin et le féminin, qui constitue ce que j'appellerais avec une certaine audace ce soir, la double nature humaine. Or, cela nous est déjà rapporté dans les récits de la création, tels qu'ils nous sont présentés dans les textes bibliques. Et c'est d'ailleurs à partir de ces textes et sur cette thématique de l'androgyna que nous allons débuter notre exploration ce soir, avant de nous orienter plus spécifiquement sur les organes génitaux masculins. Alors, permettez-moi avant de débuter, de vous présenter rapidement le plan de notre rencontre. Alors, comme toujours, nous allons amorcer
notre réflexion par quelques considérations générales. Ceux qui suivent cette formation depuis maintenant 1 an, vous savez à quoi servent ces considérations générales. Je le mentionne à nouveau ce soir parce qu'il y a toujours des gens nouveaux qui se joignent à nous, avant d'aborder notre analyse, disons, symbolique des organes que nous étudions. Nous commençons par ces considérations générales qui nous permettent d'approcher un univers de sens, celui que les traditions anciennes ont mis en œuvre autour des différents organes que nous étudions, ce qui nous permet d'avoir un cadre à partir duquel nous allons pouvoir mieux orienter nos lectures symboliques. Voyez-vous, donc c'est extrêmement important, ces considérations générales, parce qu'elles nous introduisent précisément dans cet univers de sens. Or, ce soir, elles vont être articulées autour de 4 volets principaux. Alors, dans un premier temps, nous allons d'abord chercher à mieux définir ce qu'est le masculin. Ce qu'est le masculin, notamment en rapport avec ce concept d'androgyna qui va introduire tout à l'heure notre réflexion. Ce qu'est le masculin à travers l'étude de 2 mots hébreux qu'il évoque et qui se trouvent précisément dans les récits de création que nous venons d'évoquer. Puis, nous allons, dans un second temps, observer quelques cultes associés aux organes génitaux masculins pour découvrir comment les anciens ont mis en scène les organes génitaux masculins et comment ils en ont fait l'objet de certains cultes, de manière précisément toujours à mieux comprendre dans quel univers de sens ils inscrivaient ces réalités. Puis, notre troisième volet va être consacré à des rites d'altération de ces organes génitaux masculins. Pourquoi? Parce que si ces organes ont une telle importance, nous allons découvrir qu'ils sont sans doute parmi l'ensemble des organes du corps humain ceux à qui on a accordé le plus de sacralité. S'ils ont une telle importance, il n'est pas étonnant que l'on ait cherché à les altérer physiquement pour indiquer la manière dont on souhaitait que cette réalité puisse s'exprimer pleinement. Voyez-vous? Et parmi ces rites d'altération physique des organes génitaux masculins, on pense tout de suite à celui qui est le plus connu, tout au moins dans notre culture judéo-chrétienne, la circoncision. Donc, on dira quelques mots de certains de ces rituels et en particulier de la circoncision. Et finalement, dans un 4e temps, nous allons évoquer brièvement, ça ferait l'objet non seulement d'une soirée comme celle d'aujourd'hui, mais ça ferait l'objet d'une formation de bien plus grande ampleur, mais nous allons évoquer très brièvement le monde souvent obscur de la magie sexuelle et du tantrisme. Et cela va nous permettre aussi d'approcher l'univers de sens entourant les organes génitaux masculins, parce que ça va nous amener à formuler la question suivante. Est-ce que les organes génitaux n'ont qu'une fonction procréative ou sont-ils au cœur d'une réalité plus large? Alors voilà comment nous allons articuler ces considérations générales qui vont être bien sûr suivies de notre lecture symbolique. Une lecture symbolique qui comporte, vous le savez, 2 principaux volets, un volet anatomique et un volet physiologique, avec des questions précises. Et ce sont toujours ces mêmes questions et nous allons bien sûr les reprendre appliquées au domaine des organes génitaux masculins. Et finalement, ces 2 volets anatomiques et physiologiques vont être nuancés et les conclusions de ces volets de lecture symbolique au niveau anatomique et physiologique vont être nuancés par un volet kabbalistique où nous allons nous intéresser aux mots hébreux qui désignent les organes génitaux masculins pour voir si notre lecture symbolique dans ce cadre, dans cet univers de sens que nous aurons défini précédemment est confortée par cette langue sacrée extraordinaire qu'est l'hébreu. Et tout cela pour, bien sûr, en arriver à définir avec le plus de précision possible les enjeux psychologiques et spirituels, c'est-à-dire les enjeux initiatiques associés aux organes génitaux masculins, ce qui est le thème, en fait, de notre étude, parce que si nous faisons tout cela, c'est pour en arriver à découvrir quels sont les enjeux psychospirituels somatisés, matérialisés, incarnés par ces différents organes qui font l'objet de nos études. Alors voilà donc
pour le programme, on va débuter par le premier volet de nos considérations générales que nous pourrions titrer ainsi « Qu'est-ce que le masculin ?» Mais pour tenter de répondre à cette question, pour introduire le sujet, on va d'abord commencer par faire de nouveau référence à cet androgyna auquel nous avons fait, il y a quelques instants, nous avons fait allusion. Un androgyna qui se distingue d'une certaine forme de non-binarité à la mode aujourd'hui, comme je vous le signalais il y a quelques minutes, par le fait que le masculin et le féminin sont parfaitement distincts, je reprends quelque chose que j'ai affirmé tout à l'heure, sont parfaitement distincts et exaltés, qu'ils sont appelés à entrer en relation l'un avec l'autre, mais dans une perspective où il n'y a aucune confusion entre ces deux réalités, mais plutôt une cohabitation, j'ai pas trouvé de plus belle expression, donc je vais l'employer, une union sans confusion. Voilà ce que représente l'androgyna tel qu'il est entendu par les kabbalistes judéo-chrétiens. Une union sans confusion du masculin et du féminin qui sont l'un comme l'autre exaltés et appelés à s'unir, appelés à un mariage intérieur. Cet androgyna, je vous le disais, est évoqué dans le premier récit de la création et plus précisément dans Genèse chapitre 1, verset 27, permettez-moi de vous citer le texte, « Dieu créa le Adam. À son image, c'est à l'image de Dieu qu'il le créa, mâle et femelle furent créés à la fois. » Ce texte est entendu dans l'exégèse juive classique, traditionnelle, à plus forte raison dans la perspective kabbalistique, comme une affirmation de cet androgyna originel, du Adam, de l'homme primordial, qui est à la fois mâle et femelle. Il y a un texte intéressant de Heisenberg et Abécassis, ce texte provient de leur livre à Bible ouverte, qui est une espèce d'introduction en quelque sorte à l'exégèse juive des textes sacrés, qui nous parle de cela, que je me permets de vous citer. C'est un extrait un peu long, mais qui cerne bien ce que ce texte de Genèse 1, verset 27 signifie dans l'univers juif et également dans la tradition de la Kabbale judéo-chrétienne. Lorsque nous lisons la manière dont l'homme est créé, nous constatons qu'il est unique, mais qu'il n'est pas un. Oui, son unité n'est pas simple, elle est composée d'un côté masculin et d'un côté féminin. C'est ce qui constitue le mythe de l'androgyne qu'on retrouve dans de très nombreuses cultures. L'homme est réellement fait d'un principe mâle et d'un principe femelle. Là, on est dans une perspective où c'est de l'ordre du principe. Et un peu plus loin, les auteurs poursuivent. L'homme est conçu comme double et entre les deux principes est souligné un principe d'égalité. Il n'y a pas, dans notre verset, un seul mot qui suggérerait, directement ou indirectement, une inégalité ou une disproportion entre eux. Dieu créa l'homme mâle et femelle, et cela est répété comme pour impliquer l'égalité de fait entre le masculin et le féminin. Nuance qui met en garde contre une tendance qu'on pourrait avoir à privilégier l'un par rapport à l'autre. Et un peu plus loin dans le texte, le masculin et le féminin. Et ça, c'est peut-être l'extrait le plus important. Le masculin et le féminin ne sont pas seulement des êtres extérieurs l'un à l'autre, parce qu'on a l'impression que c'est ça, l'homme et la femme, ce sont aussi des aspects intérieurs d'une même personne, de l'homme et de la femme. Donc, un texte magnifique qui situe bien ce que représente cette androgyne originelle. Or, le mot hébreu qui est utilisé ici, dans Genèse 1, verset 27, pour désigner ce qu'on traduit par le mot mâle, pour désigner le principe masculin, c'est le terme zakar. Zakar correspond, si vous voulez, à la nature masculine de l'humain, indépendamment de tout attribut culturel qu'on pourrait lui avoir ensuite associé, a posteriori. Alors, que signifie ce mot zakar?
en quelques minutes. Bon, on va essayer de simplifier ça à l'extrême. D'abord, Zakar, ça s'écrit en hébreu, Zayin Kafresh. Alors, ceux qui connaissent l'alphabet hébreu, vous avez déjà ici un rébus, vous avez déjà ici une succession d'idéogrammes qui ouvre sur toute une dynamique fort intéressante et fort révélatrice. Mais pour être le plus simple possible, on pourrait dire ce mot Zakar évoque d'abord l'idée de pénétration. De pénétration dans l'essence profonde de l'être. Et certainement, je pense que c'est un aspect majeur de la chose, dans un au-delà même de cette nature profonde, de façon à vivre pleinement cette réalité à laquelle on accède par cette dynamique de pénétration. À ce titre d'ailleurs, Zakar est aussi associé au souvenir. Le même mot, écrit de la même manière, mais phonétisé différemment, parce qu'il n'y a pas de voyelles en hébreu, donc on peut introduire des voyelles différentes, et le même mot écrit de la même manière va prendre des sens un peu différents. Eh bien, ce même mot Zakar, si je le phonétise Zeker, c'est le souvenir. Mais ce n'est pas le souvenir tel qu'on pourrait l'entendre au premier degré. C'est le souvenir dans son sens métaphysique, j'oserais presque dire dans son sens religieux. C'est ce qu'évoque par exemple le mot grec mnémosiné, qui permet d'être